Alors, je m'appelle Daniel Ratier, je suis un Parisien fonctionnaire. Bon. Bon, heureusement, avant d'arriver dans ce port de pêche-là, j'avais un peu traîné mes guêtres ailleurs, je suis un ancien marin. Voilà. Bon, l'innovation dans l'administration, c'est un peu antinomique. Hein. Ah oui, quoi. Le fonctionnaire, il est quand même payé pour faire ce qu'on lui demande, et on lui demande d'innover, et puis là, il regarde les choses en disant, bon. Donc, effectivement, comme le disait Martin Cohn, l'innovation, c'est des histoires de gamins dans leur garage. Alors, on les a embauchés. Et l'aventure commence. Donc, je vais essayer de ne pas vous ennuyer, parce que je suis le dernier conférencier, donc la journée a été très dense. Hein. Donc, on va vous raconter cette aventure. Hein. C'est l'aventure de Detalab. C'est le petit truc là, tiens, hop, qui est en bas. Alors, la couleur est un peu différente du reste. Effectivement, c'est pas le même style. Hein. Quand vous voyez débarquer 5 jeunes geeks en t-shirt noir, des cheveux comme ça, et qui arrivent au bureau, et qui me disent « Toi aussi, t'es avec nous, là ?» Ben oui, Bon, ben écoute, si tu veux qu'on bosse ensemble, t'enlèves ta cravate, hein, parce que sinon, ça le fait pas. Hein. Bon, voilà. Donc, il a fallu que je me mette au pli. Je l'ai fait avec plaisir. Bon, c'est parfois un peu sportif, mais c'est là l'aventure. Je suis le plus vieux. 52 ans, le patron d'Etalab en a 40, hein. Et tous les jeunes, ils ont entre 25 et 30. Hein. Et puis, je suis le seul fonctionnaire. Et tous les autres, c'est vraiment d'abord, la moitié, c'est des vrais codeurs. Et ça, c'est très important de le signaler. On a recruté des codeurs. Ah, c'est vrai qu'ils n'ont pas la cravate, mais ils sont exceptionnels. Et on est allé les chercher parmi les meilleurs. Et ils nous font un boulot super. Hein. Ils ne sont pas très, très bien payés. Mais bon, ils sont peut-être pas si mal managés. Et on réussit à les garder comme ça. Parce que des codeurs de cette classe-là, ben, effectivement, le marché se les arrache aujourd'hui. Mais on est allé les chercher et on les garde, parce que c'est très précieux. Hein. Donc une équipe qui est complètement atypique dans l'administration, hein, avec des jeunes, pas fonctionnaires, un mélange. Mais bon, attention, on n'est pas loin des patrons quand même. Hein. Vous avez remarqué, la mission Etalab, elle est directement sous l'autorité du secrétaire général à la modernisation de l'action publique, qui est quand même quelqu'un qui a un boulot important, pas facile, mais important, et qui lui-même répond au Premier ministre. Alors sur les histoires de numérique, il y a quand même aussi un ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, mais coup de chance. Il a comme secrétaire d'État quelqu'un que vous connaissez peut-être un peu, Axelle Lamère, elle est quand même franco-québécoise, ça s'entend, hein, et elle a un sens de l'humour assez carabiné, et puis surtout elle déménage un peu parce qu'elle n'a pas trop le style langue de bois, ce qui à Paris surprend parfois. Bon. Voilà, donc ça c'est pour le paysage d'Etalab. Alors après ça, qu'est-ce que ça fait Etalab, hein? Bon, ça innove, mais avec quand même un focus très précis. C'est important que je vous en parle parce que je crois qu'on est vraiment tous concernés. C'est l'histoire des données. On a l'habitude de dire, bon, le numérique, c'est un peu la révolution permanente, avec une première que vous avez tous en mémoire, parce qu'elle est déjà relativement ancienne, et puis elle a produit ses effets. Hein, bon, c'est le numérique des ingénieurs. Avec la puissance de calcul, on a pu fabriquer des trucs exceptionnels, bon, des Concorde, des Ariane, enfin, des trucs comme ça. Et voilà. Et donc ça a été effectivement une vraie révolution, avec à la clé un bond technologique fabuleux. La deuxième révolution, tout au moins la deuxième étape, c'est l'Internet. Vous ne serez pas surpris, la mise en relation des hommes et des machines, avec des possibilités d'échange extraordinaires. Cette révolution-là, elle n'a pas fini de produire ses effets. Hein. Et puis voilà que la troisième est là. Alors c'est une courbe en jaune là, hein, mais c'est aussi grosso modo le tsunami des données numériques et qui est en train de s'abattre sur nous. Hein, qu'on le veuille ou non. Hein. Et ça, c'est important de se le dire dans ces termes-là, parce qu'il faut que nous fassions face à ça. Hein. Avec effectivement une croissance exponentielle de ces données numériques. Hein. Bon, la mobilité d'Internet y est pour beaucoup. Le fait qu'on a truffé de capteurs nos smartphones et qui vont de plus en plus être capables de tout connaître sur nous. Le fait que maintenant les entreprises deviennent de plus en plus des productrices et des consommatrices de données.
Tout ça aboutit à un changement qui est considérable, et nous n'en voyons que le début, mais certains se sont déjà aperçus de tout l'intérêt, enfin de toute la puissance de cette affaire-là, pour en tirer un profit que vous connaissez, puisque les grands acteurs d'Internet ont largement anticipé, et c'est là leur côté assez génial pour certains d'entre eux. On vous a cité des noms tout à l'heure, Martin Cohn encore. Voilà, ceux-là ont compris. Ceux-là ont compris, et il nous faut comprendre aussi. Ce qui est en train de se passer est très important. Ça touche à peu près à toutes nos organisations, qu'elles soient privées ou qu'elles soient publiques, à plus ou moins long terme, mais d'une façon générale, ça va arriver beaucoup plus vite qu'on ne le suppose. Avec plusieurs débats essentiels qui concernent la vie privée. Ça, vous avez entendu parler, effectivement, le fait qu'on peut maintenant s'apercevoir assez rapidement de vos goûts et de vos couleurs en regardant de près un peu quelles sont vos données. Et ça mérite d'être un peu protégé. Bon, il y a toute une histoire là-dessus. Le débat sur la création de valeur, là, je reviens à ces grands patrons d'Internet avec leur façon de déployer des plateformes qui vont collecter les données pour en faire plein de choses. Mais surtout, effectivement, pour créer de la valeur et gagner en puissance aussi, et en pouvoir. Le débat fiscal, en passant, c'est un truc nouveau qu'on a essayé de regarder à Paris. Les grands patrons, enfin les grandes boîtes d'Internet dont on parle, elles ne payent pas beaucoup d'impôts en France. Alors, je ne sais pas si elles en payent beaucoup au Canada, mais si vous avez trouvé le moyen pour les faire payer, c'est très fort, il faut qu'on prenne la recette. Bon, et puis, débat sociétal et de souveraineté. Bon, la souveraineté, oui, j'ai entendu quelque chose comme rester maître chez soi. Je crois que c'est un mot très, très québécois, ça. Effectivement, là, la question, elle se pose. Sociétal, parce que ces données, le citoyen, est-ce que moi, est-ce que j'ai envie de vous passer toutes les données qui me concernent? Est-ce que je peux aussi les passer à une entreprise qui pourrait me dire, écoutez, vous êtes un consommateur et j'ai envie de vous trouver exactement le produit qu'il vous faut, donc plus j'en sais sur vous et mieux c'est. Symétriquement, l'entreprise en question et qui vend, par exemple, des produits alimentaires, j'aimerais bien qu'elle me donne un peu les données complètes sur comment elle fabrique ces trucs et d'où ça vient. Donc, beaucoup de questions extrêmement intéressantes et très perturbatrices. Après là, je vais vous parler d'open data, d'état, etc., et de tout ce que je considère comme la partie lumineuse de la force, si je puis dire. Mais dans cette histoire, il y a effectivement une partie sombre, et il faut qu'on s'en occupe. Voilà, donc l'open data, c'est aussi un débat, mais là, c'est vraiment quelque chose qui, a priori, effectivement, apporte du positif. J'en suis convaincu un peu plus tous les jours, même si, effectivement, simplement libérer des données, c'est pas en soi quelque chose qui va révolutionner tout de suite la planète. Mais on va voir ce que ça peut quand même donner. Voilà. Quels sont les 3 domaines qui apparaissent essentiels et qui sont pour nous les axes d'effort prioritaires en matière de libération de données? La première n'est pas la plus évidente, mais c'est sans doute potentiellement la plus riche. J'ai cru comprendre hier, en écoutant M. Rousset, que la question de fond, enfin une des 3 priorités de notre époque, consistait à essayer de renouveler un peu les modalités des relations entre l'État et les citoyens. Il y en a besoin. L'open data peut y contribuer. On va voir quelques exemples un peu croustillants sur comment, effectivement, les données ouvertes peuvent raconter des histoires qui intéressent beaucoup les citoyens, qui peuvent, le cas échéant, mettre un peu en difficulté les élus. Bon, vous voyez à quoi je peux faire référence. Impliquer la société civile dans l'action publique, aujourd'hui, c'est une priorité. Moi, je ne suis pas très à l'aise avec les discours centralisation contre décentralisation. En revanche, tout ce qui peut contribuer à renouveler la relation entre l'État et le citoyen, en le faisant participer plus, en l'impliquant davantage, est effectivement bienvenu. Là-dessus, on n'a que des résultats très positifs. Personne n'est, d'une façon ou d'une autre, dans la moindre résistance par rapport à cette nouvelle formule de relation entre l'État et les citoyens. Promouvoir l'innovation et la création de valeur pour l'économie et pour la recherche. Pour la recherche, là, ça peut être considérable. On a parlé de santé ce matin. Si on arrive à ouvrir en open data les quantités absolument extraordinaires de données de santé, on peut arriver effectivement à sans doute des avancées médicales
tout à fait intéressantes, tout à fait précieuses. Avec un petit souci pour l'instant, c'est que pour l'instant, on a du mal à anonymiser ces données. Or, si effectivement libérer les données, ça veut dire qu'on va ensuite divulguer des données qui sont personnelles, bien ça ne va pas. Donc ça fait partie aussi des petites limites sur l'open data. On a quand même quelques difficultés dans certains registres de données, hein, à faire en sorte de préserver l'anonymat des personnes concernées. Dernière chose, et ce n'est pas la moindre, pour améliorer la prise de décision politique et la mise en œuvre des politiques publiques. Qui sont les premiers clients de l'open data, là où c'est bien parti? Qui sont ceux qui sont les premiers intéressés par les gros silos de données que l'administration délivre? C'est le ministère d'à côté, hein, qui brutalement découvre que le ministère des Transports, il peut avoir une info sur l'écologie avec des chiffres intéressants, et puis c'est un vrai progrès. Ils sont tous très demandeurs. Les premiers clients de l'open data aujourd'hui, dans bon nombre de pays, c'est l'administration, hein, et qui, comment dire, se décloisonne et qui, du coup, parvient à un résultat assez extraordinaire, travailler en interministériel. Je ne sais pas comment ça se passe au Canada. En ce qui nous concerne, c'est toujours une aventure, hein. Bon, alors après ça, quelques petits exemples. On m'a dit, il faut expliquer un peu ce que c'est que l'open data, comment ça se présente, etc. Ça, c'est le site internet d'Etalab, hein. Alors, vous voyez, il y a des fichiers de données, il suffit de cliquer dessus, puis après, on va voir comment ça s'ouvre. Alors, qu'est-ce qu'on trouve, par exemple, dans la thématique transparence de la vie publique, qui est censée renouveler un peu les relations entre l'État et les citoyens? Des choses intéressantes, comme les comptes des partis politiques, comme aussi les amendements qui ont été déposés au Sénat, comme l'aide publique au développement de la France, hein, des choses qui jusqu'à présent existaient, mais dans des silos. Voilà. La transparence là-dessus, elle est bienvenue. Là, les citoyens sont contents. Là, nos petits camarades de la société civile, ces associations qui sont souvent assez jeunes et turbulentes et qui sont très présentes sur Twitter, quand on commence à sortir en open data des dossiers comme ça, ils sont contents, hein. Il y a des fois, on se fait vraiment engueuler, hein. C'est sportif, hein, être dans cette situation un peu expérimentale où on va essayer de renouveler un peu le dialogue en interagissant avec la société civile, hein. Il y a des jours où on se fait vraiment engueuler, hein. Bon, donc en tout cas, ça c'est une première série de données. Bon, on a aujourd'hui, je crois, 13 000 jeux de données. Bon, tous les jours, il y en a davantage. J'espère bien que l'an prochain, il y en aura 2 fois plus. En tout cas, c'est mon job et ça vaut le coup. Voilà, quand on clique sur un des fichiers précédents, on tombe sur un truc comme ça. Alors, c'est pas forcément très causant, hein. On n'est pas là pour présenter les données, etc. Non, 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 hein. Notre métier consiste à dire, voilà, on vous les met à disposition avec des formats qui sont assez simples, hein. Ça, c'est de l'Excel, hein. Alors, c'est pas ce qu'on préfère. On préfère des données avec des formats qui relèvent de logiciel libre, mais en tout cas, ça peut être ça aussi. Et puis, de toute façon, quand bien même, comment dire, on aurait des ambitions là-dessus, pour l'instant, quand une administration nous dit, bon, allez, d'accord, hein, on va vous mettre à disposition quelques données ouvertes, on dit merci, hein, et on ne leur dit pas, écoutez, vous pourriez un peu arranger votre truc. Bon, dans quelques temps, pour être un peu plus autoritaire, on dit, attention, le format n'est pas terrible, parce que quand on met des formats qui ne sont pas parfaits, hein, donc nos petits camarades préférés nous le disent, hein. Voilà. Bon, on continue avec, comment dire, ce qui peut concerner l'innovation et la création de valeur, pour vous donner quelques petits exemples, sur les déchets, par exemple, sur les observations météo, sur l'agriculture biologique, hein. On en parle beaucoup, mais il n'y a pas forcément le raz-de-marée, en tout cas pas le même que pour les données dont je vous ai parlé, hein. Et puis des tables sur la composition nutritionnelle des aliments, enfin des choses qui peuvent avoir un intérêt, hein. Voilà, dernière rubrique, l'open data qui est destiné à améliorer la prise de décision politico-administrative avec des fichiers de données comme ceux qui concernent la population, mais aussi l'impôt de solidarité sur la fortune, les questions d'immigrés, la parité homme-femme. Voilà, c'est quelques exemples que je voulais vous présenter. Alors ça, c'est un métier d'Etalab et c'est vraiment quelque chose qu'on fait à plein temps. Enfin, il y a un truc que je ne vous ai pas dit, on est à peu près une dizaine. Je pense qu'à la fin de l'année, on devrait être 20 et on va connaître peut-être pas le même développement exponentiel que les data, mais enfin, en tout cas, ça monte en puissance très fort, ce qui n'est pas évident à gérer parce que, bon, tous ces jeunes-là, il faut quand même s'en occuper, les tenir un peu. Bon, voilà.
Bon, un exemple vraiment très intéressant, très sympa. OpenStreetMap, c'est une association qui, comment dire, produit du livre de cartographie sur les questions de cartographie, qui rassemble des données pour faire des cartes qui sont d'une précision et d'une fidélité tout à fait appréciables. Et quelque temps de ça, on les croise assez régulièrement, c'est que des bénévoles. Et ils nous disent, bon, on s'est décidé, on va vous sortir la base adresse nationale que vous n'avez jamais réussi à sortir. Eh oui, je ne sais pas s'il y a des pays où si le Canada y est arrivé, mais avoir une base des adresses nationales à jour, c'est presque mission impossible. Ça change tout le temps. Vous déménagez, on fait des constructions, etc. Donc, d'un semestre sur l'autre, ça bouge. Alors, la Poste française doit avoir 2 ou 3 bases, parce que les colis, les courriers, c'est pas la même base, etc. L'IGN, l'Institut géographique national français, en a aussi, mais elles sont jamais à jour. Et eux, là, ils nous ont dit, on va le faire. Ils se sont mis au boulot, ils sont 8000. Il y a une partie prospection, on va vérifier sur place, et puis il y a une partie aussi mise en place d'outils pour maintenir à jour. Ils sont partis pour y arriver. Alors on les a aidés, on a un peu rattrapé le train, si je puis dire. C'est eux qui ont pris l'initiative, mais on leur a dit, écoutez, c'est super, il faut qu'on soit avec vous. C'est la première fois qu'on va sortir une base adresse nationale. Les pompiers, le SAMU, tout ce petit monde est absolument ravi d'imaginer qu'enfin on va pouvoir avoir une base adresse correcte. Donc c'est un petit exemple qui fonctionne très bien. Bon, on espère en avoir d'autres assez rapidement. Ça, c'est un peu la cerise sur le gâteau. J'aurais peut-être pas dû vous en parler parce que c'est complètement neuf. Mais je pense qu'il y a une révolution derrière ça. En tout cas, mon patron, Henri Verdier, l'estime. Et comme il a une intuition phénoménale, ça vaut le coup que je vous mette cette petite affaire, une petite puce à l'oreille. On a tous des statisticiens dans nos pays respectifs. Et il y a un métier nouveau qui est en train de se construire, qui est un métier de beaux esprits. Il s'agit cette fois-ci non pas d'aller sortir des statistiques, mais de rassembler des données éparses, des données de formats différents, qui viennent d'origines différentes, qui n'ont pas forcément été faites pour la même chose, et puis les combiner, les agréger pour voir ce que ça donne. Il y a un côté un peu alchimiste, il y a un côté aussi informaticien, parce que les données, il faut les chercher, les stocker, les tripatouiller, etc. Mais il y a aussi, bien sûr, la connaissance des métiers qui peuvent être intéressés par ça. Ça s'appelle la science des données. C'est nouveau, ces temps-ci, les gamins un peu surdoués qui sortent des grandes écoles statistiques françaises, ils vont plus dans la finance, ils vont là. Qu'est-ce que ça peut permettre de faire? Plein de choses, pour peu qu'on tombe sur ces beaux esprits. Il va falloir aller chercher, et puis les soigner et être gentil avec eux. Mais bon, en tout cas, cette nouvelle activité peut nous permettre de faire ce qu'on a rarement réussi à faire en termes de planification, en termes de mesure des impacts, d'évaluation des impacts des politiques publiques, par exemple. On sort beaucoup de lois en France. Arriver à prévoir un peu ce que ça va donner concrètement. Sur le champ du travail, par exemple, il y a des dispositions pour réduire les risques pour les conditions de travail. Donc on oblige les entreprises à mettre en place des dispositifs. On a du mal à savoir combien ça va leur coûter. C'est un souci quand même. Donc on peut faire ça et on peut faire mille et une autres choses avec, je précise un peu, des possibilités qui sont nouvelles parce que ces masses considérables de données, aujourd'hui, effectivement, on a les outils pour les traiter. Ça s'appelle le big data ou mégadonnées. La commission des termes français a décidé qu'il fallait parler de mégadonnées. Donc big data, ça y est, on arrive effectivement à prendre des données, enfin des monceaux de données hétérogènes et puis en faire quelque chose, à les faire parler pour qu'elles racontent une histoire intelligente. Des statistiques et puis expertise métier. Voilà. Bon, donc ça, en tout cas, c'est une nouveauté. On va commencer le trimestre prochain. On vous tiendra au courant. Je ne pense pas qu'on se plante. Bon, je le dis parce que je ne suis pas là pour vendre quelque chose. Je vous raconte une aventure parce que c'est vraiment une aventure. Et voilà. Autre chose qu'on fait, et ça, c'est bien. La première version du site que je vous ai montré, en 2011, a été développée par une entreprise, SS2I, etc. Bon, c'était un site qui fonctionnait bien, qui faisait de l'open data.
bon, mais qui était un peu limité. Depuis, on a eu des vraies idées et puis on a développé un outil nouveau. À la différence que la première version, donc c'était un peu plus de 400 000 €. Et là, on a fait travailler nos jeunes et ça a coûté 10 fois moins cher. Voilà, donc cette histoire de start-up d'État est en train de se répandre avec viralité, parce qu'on ne fait pas de pub là-dessus, mais ça commence à se savoir. Effectivement, quand on met au boulot une petite équipe restreinte, pour une durée limitée, pour un truc qui ne va pas être énorme, mais quand on va les faire travailler, ces jeunes, avec ceux qui sont sur le métier et qui vont interagir, mais alors de façon sérieuse, quoi. C'est pas chacun dans son bureau, c'est tous ensemble, pour quelques mois simplement, eh bien, on a de très bons résultats pour arriver, par exemple, à créer de nouveaux services web, des services en ligne, ce qui marche très bien. J'ai cru comprendre qu'on était très bien classé sur le sujet. Bon, ben voilà, c'est comme ça que ça se passe ces temps-ci, et ça marche bien. Avec des équipes qui sont très geeks quand même, mais qui sont aussi assez pluridisciplinaires, avec des juristes, etc. Bon, mais tout ça, c'est des jeunes. Et puis, avec, effectivement, il faut que je le signale, des méthodes dites agiles, autrement dit, le client, il est dans la boucle et il n'en sort pas. C'est pas la procédure habituelle où on va lancer un appel d'offres, on a des réponses, et puis de temps en temps, on prend rendez-vous avec le client pour savoir s'il est content. Non, non, là, il est là tous les jours. Voilà, bon, donc ça marche très bien, et c'est sans doute un des premiers moteurs du succès d'Etalab. Dernière mission dont je voulais vous parler, parce qu'elle est vraiment importante, mais là encore, c'est tout neuf, ça. Après un petit peu de réflexion, la France a candidaté pour participer, donc pour être membre de l'Open Government Partnership, qui est une création, disons-le, assez anglo-saxonne quand même. Et en plus, on a décidé qu'il fallait qu'on soit tout de suite au comité de pilotage. Bon, c'est encore une aventure. Bon, tout ça se fait, bien sûr, en liaison étroite avec les petits camarades qui, sur Twitter ou autres, nous disent leur cas de vérité régulièrement. Là, on démarre un grand cycle de consultation pour monter un plan d'action avec eux, puis avec les ministères, etc., ce qui va être encore un exercice d'équilibre pas évident, mais c'est intéressant. Là où je voulais en venir, et c'est vraiment très important de le dire, bon, la francophonie a largement quelque chose à dire là-dessus. Le numérique, c'est plus de la techno, c'est des usages et c'est des cultures. Et merci à Michel, parce que vraiment, il faut que je vous le dise, c'est très bien ce que nous raconte Patrick Cohen, etc. C'est très important. Il faut effectivement qu'économiquement, on en tire parti, bien sûr. Le Québec est un endroit fabuleux, super sympa, vraiment avec une belle histoire. On sent que c'est prospère, etc. La France, c'est pas mal comme ça aussi, mais ça risque de pas durer, quoi. Bon. Donc, effectivement, il faut qu'on utilise le numérique, il faut qu'on s'en empare et qu'on en fasse quelque chose qui va être à notre profit. Mais ce numérique, il faut pour autant qu'on en fasse ce qu'on veut, ce qu'on souhaite. Il faut que ça corresponde à nos aspirations, il faut que ça corresponde à notre culture. Moi, je ne suis pas de la Silicon Valley, quoi, ça c'est clair, et je suis fonctionnaire français parisien, et voilà. Et je m'en remets du reste. Ben, c'est comme ça. Bon, un dernier petit truc là pour vous parler de la question de la gouvernance, puis pour vous dire tout simplement qu'effectivement on est en train de sortir une grande loi. Pas évident parce que l'interministériel c'est toujours un peu compliqué. Alors quels sont les acteurs? Pour vous donner quelques exemples. Il y a le ministre de l'Éducation qui vient de sortir un grand plan, le ministre de la Culture qui est très, très au point là-dessus, le ministre des Affaires étrangères qui est assez avancé. On a mis en open data toutes les données d'aide au développement du Mali, par exemple, ce qui est intéressant. Puis en plus, c'est très bien fait, parce que là, on s'est donné un peu de mal. Il suffit de cliquer un peu sur les endroits pour voir ce qu'on fait. Enfin bref, c'est bien fichu. C'est facile à utiliser. Il y a bien sûr Axel Lemaire, qui va jouer un rôle déterminant. Et puis, il y a quelque chose dont il faut que je vous dise un mot, c'est le Conseil national du numérique. Bon, c'est une création qui n'est pas très vieille, c'est, je crois, 2011, je ne sais plus très bien. Enfin, en tout cas, qu'est-ce que c'est? C'est un conseil consultatif. On y a mis beaucoup de beaux esprits du numérique,
Bon, il y a quelques temps, c'était un peu les nababous français du web. C'est un peu moins de ça aujourd'hui. Il y a beaucoup d'universités, enfin beaucoup de gens qui ont une vraie réflexion sur le numérique, hein, sur le numérique en bien, sur le numérique qui nous fait rêver, sur le numérique qui nous transporte, qui est porteur d'espoir et de promesses, etc. Puis sur le numérique un peu gris, quoi, hein, bon, voire un peu noir parfois. Donc, ce CNN, c'est sans doute lui qui va être la première cheville ouvrière. Bon, nous aussi, je pense qu'on va être dans le bain parce que de toute façon, les outils de concertation, etc., c'est nous qui allons les bricoler sans doute. Voilà, donc en tout cas, bon, écoutez, je crois que j'ai à peu près fini, hein. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, vous avez été très courageux et puis je vous souhaite une très bonne soirée.